Dans le catch actuel, vous avez des types qui mettent 5 étoiles, voire plus, à des matchs qui méritent que dalle, pendant qu'il y en a d'autres qui sont pas reconnus à leur juste valeur, et ça m'excède. Ils apparaissent jamais dans les classements des torchons numériques, alors j'enfile ma cape et je vais leur rendre justice. Prenez-vous un café et je vous préviens, fans fragiles, s'abstenir. Vous êtes bien sur Johnny Catch, ma diatribe passionnée sur les matchs trop sous-estimés. C'est parti. Permettez-moi de vous dire, les amis, ce qui m'a inspiré cette vidéo. C'est vrai que depuis des années, je vois les torchons numériques, comme je les appelle, en gros les fameux dirt sheets, hein, vous savez, ces sites d'information catchesques sur le web avec des soi-disant journalistes, entre guillemets, le plus connu d'entre eux étant Dave Meltzer, bien sûr, faire leur petit classement et juger ce qui doit être considéré comme un bon match. Ça, oh, ça c'est 5 étoiles, oh, ça c'est 6, ça c'est 7, avec souvent une tendance de toujours récompenser les mêmes. Hein. C'est vrai, soyons honnêtes, c'est vrai, c'est souvent les mêmes, c'est souvent, très souvent, en tout cas chez Dave Meltzer, des matchs japonais, des matchs de l'AEW, hein, en douter de ces liens un peu suspects avec cette fédération. Par contre, il y a certains matchs dans l'histoire, hein, au fil des années, dont on parle pas assez, ou du moins, si on n'écoute que la voix de ces torchons numériques, c'est comme s'ils n'existaient pas, c'est comme s'ils étaient nuls à suer, vous avez compris ce que je voulais dire. Et je me dis, c'est injuste, c'est cruel, c'est nul, faut rétablir ça tout de suite. Alors pourquoi je dis fan fragile s'abstenir? C'est vrai que, évidemment, tout ça est purement subjectif, hein. Je dis en aucun cas que ce que je considère comme des matchs sous-estimés, ils sont géniaux, que c'est la pure vérité, qu'il n'y a pas de débat possible, non. Non, pas du tout, c'est pas ma démarche, mais ce qui est certain, c'est que je vais en dégommer quelques-uns au passage. Et c'est sûr que il vaut mieux que vous soyez prévenus. Mais bon, je fais ça dans une démarche vraiment bienveillante et surtout une envie de rétablir la justice. Par exemple, il y a un match que j'aimerais mentionner là, qui... Alors là, jamais de la vie il apparaîtrait dans le classement d'un Dave Meltzer. Ça, je mets ma main à couper. Alors là, vous pouvez en être vraiment certain. Par exemple, un match dont on n'entendra jamais parler et qui pourtant, pour moi, est génial pour l'histoire qu'il raconte, c'est un Great Khali contre l'Undertaker, Judgment Day 2006, les gars. Alors, si vous l'avez vu, je vous fais un check et je vous dis, bien joué, bel esprit, parce que lui, pour le coup, avec la réputation du Great Khali parmi justement tous ces fans fragiles qui trouvent que ah non, il sait pas catcher, il sait pas faire de prise, il est maladroit, je leur dis, taisez-vous. Regardez ce match et absorbez l'histoire qu'il raconte. Alors oui, c'est vrai, il n'y a pas des pirouettes, non, c'est pas un match à 100 à l'heure, mais l'aura qu'avait le Great Khali, avec aussi le selling incroyable de l'Undertaker ce jour-là, cette histoire que ça racontait d'un géant indien sorti de la jungle qui, pour son premier vrai match important, détruisait l'Undertaker comme on l'avait jamais vu. C'est un peu un équivalent avant l'heure d'un Brock Lesnar qui massacre John Cena à SummerSlam hein, en 2014. Et pourtant ce match, vous en entendrez jamais parler parce que on va dire, l'idée commune que tout le monde reprend, en tout cas que beaucoup reprennent dans le catch, mais non, Khali c'est pas catché, jamais Khali pourrait avoir un bon match. Bah moi je vous le dis, ce match-là m'a beaucoup plus diverti que les 3/4 de tous ces matchs 7 étoiles de l'insecte Meltzer, et je le pense. Et c'est pour ça que je suis en colère, je me dis, ce match-là, quand tu le regardes, quand tu vois l'émotion, aussi des fans, le choc face à un Taker qui est vraiment mais en lambeaux et un Khali qui est dominant et surtout, attention, un Khali qui n'est pas encore un guignol à ce moment-là, qui est vraiment un animal méga crédible. Je me dis, ça, personnellement, c'est le catch comme je l'aime. Ça pourrait être un peu le sous-titre de cette vidéo. Le catch comme je l'aime et qui est sous-estimé. Un autre par exemple, alors lui, heureusement, il est un peu plus reconnu et tant mieux, j'en suis heureux. John Cena contre Umaga, Royal Rumble 2007. Est-ce que vous l'avez vu celui-ci? Dites-moi en commentaire si vous l'avez aimé. C'est vrai que j'ai déjà eu l'occasion d'en parler hein, dans ma série que j'avais faite sur Umaga, à quel point j'adore ce match, à quel point j'adore cette idée d'avoir le super-héros contre, encore une fois, la bête sauvage, le guerrier tribal dangereux, avec, vous savez, le fait que ce soit un last man standing, l'utilisation des cordes dans le finish avec un Umaga complètement étranglé. Pour moi, c'était vraiment excellent. Et puis évidemment, j'adore Umaga, et je me dis, ne serait-ce que pour l'être humain qu'il était, et puis aussi, le fait qu'il est trop sous-estimé lui aussi. C'est vrai, jamais de la vie il apparaît dans des classements de ces fameux médias, dans ce qui est les meilleurs catcheurs des années 2000 et tout, alors que pourtant, un gars qui est à la fois un poids lourd, capable de faire des moves hyper puissants, et d'être quand même assez dynamique, agile, ça court pas les rues, hein. Et en plus avec sa gueule, ce qu'il dégageait, je me dis, je suis heureux de le mentionner dans ce classement, il le mérite. Alors,
Un autre, alors lui, c'est vrai que c'est encore une fois pour l'histoire que ça racontait, mais je le mentionne parce qu'encore une fois, vous en entendrez jamais parler. Est-ce que vous croyez vraiment qu'un insecte comme Dave Meltzer va dire un jour que Brock Lesnar contre Goldberg à Survivor Series 2016, c'est un grand match? Non. Bah non, jamais de la vie. Parce qu'il n'y a pas 10 000 prises. Parce qu'il n'y a pas le work rate, comme il l'appelle. Ce que je vomis par-dessus tout. On s'en fiche du work rate. Ce qui compte, c'est l'histoire, la psychologie, les personnages, le storytelling. Et ce jour-là, Brock Lesnar, celui qu'on avait vu tellement dominant depuis des années, qui avait martyrisé Cena, qui avait vaincu la streak de l'Undertaker, pour la première fois, il se faisait martyriser en 1 minute et 16 secondes. Contre en plus celui qui devenait à ce moment-là sa bête noire officiellement, celui qu'il avait déjà battu à WrestleMania 20 quelques années avant. Ça, c'était un choc. Ça, c'était une émotion. Ça, c'était le catch qui te captive, qui te choque, qui te fascine. Bien plus que 10 000 pirouettes. Et pour ça, je dis qu'il mérite d'être reconnu. Mais j'en ai encore d'autres sous la main. Bougez pas, bougez pas. Là aussi, mon combat, il est pour la justice. Et là, franchement, il a encore plus de valeur dans mon cœur. Pourquoi? Parce qu'on parle du regretté Bray Wyatt, paix à son âme. Il manque cruellement au catch, sa créativité, son univers, sa passion, son talent manque cruellement, mais de ouf, vraiment. Et quand je vois certains qui osent dire oui, non, les matchs cinématiques de Bray Wyatt, hein, c'est n'importe quoi, c'est pas du catch. Et d'ailleurs, même des gars comme, vous savez, des gars que je respecte totalement, comme un Jim Cornette, ont pu des fois critiquer le personnage du Fiend ou quoi, en disant mais non, on n'y croit pas, c'est n'importe quoi, le surnaturel, ça n'a pas sa place dans le catch. Moi je dis, ouvrez vos esprits et fermez vos bouches, point barre. Bon, ça, j'y vais peut-être un peu fort, mais pour moi, par exemple, le Fiend contre John Cena, WrestleMania 36, le Firefly Funhouse match, franchement, vous avez déjà vu quelque chose d'équivalent dans le catch? C'est incroyable. Alors, on a eu d'autres matchs cinématiques, c'est vrai, et personnellement, je trouve qu'ils portent bien leur nom, et c'est génial d'avoir ça comme match de temps en temps. C'est des vraies expériences où vous avez l'impression littéralement d'être dans un film. Et film de Cena, pour moi, c'est bien plus qu'un match de catch. C'est bien plus intelligent, c'est bien plus profond, c'est bien plus subtil, avec plein de messages cachés et plein de secrets enfouis au détour de certaines images de ce match. Avec à la fois un Bray qui exprimait des choses par rapport à ce qui lui avait provoqué cette défaite contre Cena en 2014 à WrestleMania 30. Et puis aussi, carrément toute une histoire du catch avec des références au New World Order. Et je me dis, tout ça, c'est foisonnant, c'est richissime, c'est incroyable, c'est plus qu'un match. Et ce serait un crime que ce match ne soit pas considéré comme un des plus fascinants et les plus fous et les plus uniques de tous les temps. On n'a jamais rien vu de tel. Et je trouve que c'est profondément injuste et dégueulasse que, justement, un personnage comme le Fiend ne soit pas bien plus reconnu. Enfin, il y en a heureusement qui le reconnaissent, heureusement. Mais par exemple... Pour moi, je me dis ça, c'est des choses, mais créativement, c'est absolument incroyable. Et alors, un autre dont je vais parler maintenant, lui, il me tient à cœur parce que c'est tout simplement ma rivalité préférée, en tout cas une de mes préférées. Alors, c'est la plus connue du catch en même temps, je pense que vous la connaissez tous, Stone Cold Steve Austin contre Vince McMahon. Mais c'est vrai qu'un match qui est pas vraiment cité souvent dans les meilleurs matchs ou les matchs géniaux de l'Attitude Era, et pourtant je l'adore ce match. C'est justement le jour, alors écoutez-moi ça, pour la Saint-Valentin 1999, après quasiment un an de build-up, pour la première fois ils s'affrontent dans un vrai match en allant jusqu'au bout du truc. Stone Cold contre Vince McMahon, le rebelle contre son patron. C'est ces deux hommes qui se gâchent la vie, qui se font de leur vie respective des enfers depuis des mois et des mois, enfin s'affrontent au Saint Valentine's Day Massacre de 1999 dans une cage. Franchement, ça vous fait pas saliver de ouf, rien que ce teasing-là. Et croyez-moi, ça a été à la hauteur. Vous aviez deux personnages qui se détestent et qui se font la misère avec du sang, avec une cage. Et tout ça pendant longtemps, alors que Stone Cold aurait pu finir le match rapidement. Hein. Pour moi, c'était exceptionnel, je m'étais régalé. Quel kiff de voir ça, d'avoir deux personnages charismatiques qui se dégomment. C'est ça la base du catch. Et pourtant, Vince McMahon savait pas catcher concrètement. Hein. Lui, il avait été dans le Rumble quelques semaines avant, et il découvrait un peu tout ce qui se passait entre les cordes. Hein. D'ailleurs, puisqu'on parle d'Attitude Era, j'aimerais aussi rendre un petit hommage à ce match entre l'Undertaker et Kane à Unforgiven 1998. Pourquoi? Parce que c'est le premier Inferno match, et voilà une stipulation que je me dis, waouh, ça c'était du divertissement, ça c'était du spectacle, ça, tu mets ça face à n'importe qui a jamais vu du catch, je vous parie que cette personne sera impressionnée.
qu'elle se dira « Waouh, qu'est-ce que c'est ça, c'est génial, c'est trop bien le catch, je savais pas qu'il pouvait y avoir ça aussi, du feu, des poids lourds, un personnage de démon, un personnage d'homme mort, de zombie, qui se battent avec des flammes autour du ring, qui montent à chaque fois qu'ils font des bumps sur le sol. Je me dis, waouh, ça c'est incroyable, quel spectacle, c'est épique. Et vous auriez totalement raison, ces personnes-là auraient totalement raison. Oui, ça vaut, à mon avis en tout cas, en termes de vraiment d'émerveillement, de sensation que tu as face à ça, bien plus que n'importe quel shot d'adrénaline que certains ont en regardant des spotfest. Et d'ailleurs, comme un symbole, l'Undertaker fait dans ce match un des très rares suicide dive de sa carrière, où il saute par-dessus les flammes sur Kane et Vader qui étaient intervenus. Et pour moi, ça a 10 000 fois, mais je devrais dire même plus, je devrais dire 100 000 fois plus de valeur que quelqu'un qui ferait un suicide dive à chaque match. Vous êtes d'accord ou pas? Partagez évidemment si vous n'êtes pas d'accord, mais je vous attends sur les arguments. Hein. En tout cas, un autre match pour le côté divertissement que j'ai envie de mentionner, c'est The Rock contre Mankind. Alors il est connu, c'est le MT Arena au Halftime Heat. C'est le match le plus regardé de l'histoire de la télévision par câble. Et à juste titre, parce que je me dis, quelle publicité pour la WWE, avoir deux types qui ont une alchimie incroyable déjà, avec un Rocky qui t'enchaîne les catchphrases et les moments drôles où il répond au téléphone, où il met Mankind dans un four, avec ses catchphrases, je me dis, mais tout ça, ça vaut de l'or en termes de divertissement. C'est génial, je me régale 1000 fois plus que de voir des pirouettes à gogo, des sauts de la 3e corde, des tables qui se cassent, we want tables, this is awesome. Ces espèces de toutous qui réclament toujours la même chose. Je me dis, regardez un match comme ça et constatez à quel point c'est divertissant de ouf, à quel point ça raconte une histoire, à quel point tu te régales devant ça. Et je tenais à vraiment le mentionner. Quelle meilleure vitrine pour le catch que ce match-là, ce jour-là, en plus pendant la mi-temps du Super Bowl. Je l'adore. Alors mes amis, évidemment vous l'aurez compris, je suis pas là pour vous parler de plein de matchs que j'adore et qui sont bien plus connus, mais vraiment de ceux qui, à mon goût, sont beaucoup trop peu présents dans les mémoires des gens, dans les esprits des gens, même dans ce qu'on peut lire sur le web, peu importe où, même la WWE elle-même qui ne le reconnaîtrait peut-être pas assez ce match. Et un autre exemple, alors lui il est très peu connu, et franchement, si vous l'avez déjà vu et que vous l'aimez déjà, alors là, franchement vous êtes géniaux, parce que celui-ci je l'adore. Stone Cold Steve Austin dans un handicap match en 2 contre 1 contre Shane et Vince McMahon dans un corporate ladder match pour le contrôle de la WWE à King of the Ring 1999. Alors ceux, et bravo à vous si c'est votre cas, qui ont vu la série que j'avais faite sur la rivalité Stone Cold Vince, le connaissent déjà ce match et il était génial. Alors est-ce que vous imaginez pour cette feud qui durait depuis des mois, avoir une situation comme ça où tu décroches en haut d'une échelle le contrôle de la WWE? Quel enjeu! Quel enjeu! Voilà un exemple d'enjeu que, genre quand t'entends ça, mais t'es tout de suite excité et hypé. Vous savez, souvent je vous bassine avec les enjeux en gros que parfois il y a des matchs, c'est juste un match pour faire un match, alors qu'il n'y a pas d'enjeu. Et tu te dis, bah quel intérêt? Alors c'est comme, vous savez, Money in the Bank 2025, vous aviez le match entre, d'un côté Cena et Logan Paul et de l'autre Cody Rhodes et Jey Uso, mais il n'y avait aucun enjeu. Et je me dis, mais pourquoi tu serais hypé pour un match où il n'y a rien à gagner, rien à perdre pour personne, et du coup, il n'y a pas de suspense, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de stress. Alors que là, tu te dis, Stone Cold, par exemple, s'il devient le boss de la WWE, qu'est-ce qui va se passer? Et inversement, est-ce que Stone Cold sera viré si Vince McMahon et Shane décrochent le contrôle de la WWE? Et tout ça, en plus, dans un ladder match, comment ils vont faire? À 2 contre 1, en plus, Stone Cold, face à une adversité telle, avec probablement, en plus, les McMahon qui vont tricher. Je me dis, mais ça, voilà quelque chose d'excitant, que j'ai tout de suite envie de regarder. Là, tu vois, je lis en gros ça, je me dis tout de suite, ah bah là, je veux le revoir. Un autre exemple, alors là, encore une fois, pour rendre justice à Bray Wyatt, qui nous manque cruellement, Bray contre Randy Orton, le fameux House of Horrors de Payback 2017. Ça, ce qui me dégoûte avec celui-ci, c'est que souvent on lit, évidemment, toujours les mêmes torchons numériques de mes roubibis que je vomis. Ah, mais c'est n'importe quoi, c'est ridicule, c'est pas du catch, c'est une escalade, un grand n'importe quoi, on comprend rien, c'est la confusion, Bray Wyatt, c'est ridicule, il sait pas ce qu'il fait, non. N'importe quoi, n'importe quoi. Au contraire, ce match, c'est un film d'horreur, ça porte bien son nom. C'est une plongée dans l'esprit de Bray Wyatt, pour moi. C'est une plongée dans tout son univers
avec tout ce qu'il comporte en termes d'énigmes, de mystères. Et personnellement, j'adore les mystères, j'adore ce genre de personnage intrigant, avec plein de questions qui se posent autour de lui. C'est tellement rare dans le catch, tellement rare. Et avoir ça, quel luxe, quel privilège. Et puis même, ça racontait quelque chose. C'était aussi le prolongement d'une rivalité qui durait depuis un bon moment, qui avait eu un match à WrestleMania d'ailleurs. Orton, vous savez, qu'il s'était retourné contre Bray Wyatt. Enfin bref, une vraie histoire, hein, et une conclusion idéale pour une histoire aussi. Et pour moi, il mérite d'être vraiment reconnu. Vraiment, le genre de match qui te transporte, qui te captive, et qui est trop rare dans le catch. Et pour moi, pas du tout assez reconnu. Alors là, je voulais aussi mettre un match plus ancien, parce que il y a une époque qui n'apparaît quasiment jamais aussi dans les fameux classements des meilleurs matchs de tous les temps. Alors, c'est vrai que beaucoup de fans parlent des fois, et ça tant mieux, heureusement que cette époque est quand même représentée, du match, vous savez, le match entre Ricky Steamboat et Randy Savage, WrestleMania 3, qui était un peu le pionnier des matchs avec des prises qui s'enchaînaient. Bon, moi je suis pas le plus grand fan de ce match, je suis honnête, hein, mais bon, au moins, les années 80 sont représentées, et justement, toute cette golden era du catch, c'est vrai qu'il y a cette image dans les torchons numériques que, ben non, c'est l'époque des stéroïdes, ils savaient pas catcher, c'était que des bodybuilders égomaniaques, ils se droguaient tous, c'était des tricheurs, fragile, fermez-la. Laissez-moi vous dire, un match qui a 10 fois plus d'émotion que n'importe lequel de vos matchs de pirouette. Macho Man Randy Savage contre l'Ultimate Warrior, WrestleMania 7. Ce match-là, je voulais le mentionner parce que ces deux personnages, c'est l'illustration même du larger than life. Les fidèles de la chaîne le savent que j'adore les deux personnages, j'ai déjà eu l'occasion de parler des deux. Personnages qui certes ont leur lot de controverses et de démons, mais c'est ce qui les rend fascinants, c'est ce qui les rend quand même 1000 fois plus intéressants que les... Bah, excusez-moi, en tout cas la plupart des catcheurs modernes, c'est vrai. Alors oui, il y a une part d'ombre, oui, ils se détruisaient la santé, mais bon, après c'est leur choix, leur vie. Mais ce que je veux dire, c'est que ce match-là racontait une histoire de ouf. C'était un match pour, en gros, la carrière, c'était carrière contre carrière, avec une feud qui avait été assez personnelle, avec un Macho Man qui était heel à l'époque, qui était le Macho King, avec un Ultimate Warrior qui était évidemment toujours ce personnage hallucinant, qui sortait tout droit d'une autre dimension. Mais surtout, pourquoi je l'ai mis ce match? Parce que, bah déjà parce que j'adore les personnages, j'adore leur alchimie, mais surtout le dénouement, qui est un des plus beaux de l'histoire du catch. Rendez-vous compte que à ce moment-là, le Macho King, il était avec Queen Sherry, qui était donc une heel, et à la fin, en voyant le Macho Man donc dans cet état-là, et dans une posture compliquée, Miss Elizabeth, qui était sa dulcinée les années précédentes, et avec qui il n'était plus, qui vient le sauver en quelque sorte, et les retrouvailles entre les deux amoureux, qui était une histoire magnifique. Alors oui, c'est vrai que c'est un peu, oui, bon, c'est romantique, c'est vrai, mais il y a bien plus d'émotion dans cette scène-là que plein d'autres matchs. Je me rappelle t'avais des fans qui étaient en larmes en voyant ça, parce que bah, c'est vrai que ça semblait impossible. C'est vrai, ils étaient loin l'un de l'autre pendant un certain temps. Et je me dis, cette scène-là, l'histoire que ça racontait, à quel point aussi le Macho Man, qui était devenu un heel, hein, à ce moment-là, bah, c'était aussi un face turn, ces retrouvailles et cette sorte de réconciliation, de grand pardon entre Miss Elizabeth et lui, qui a les rabibochés à l'écran. Je me dis, c'est magnifique, ça allait mener, vous savez, à leur fameux mariage à SummerSlam. Et je me dis, ça, c'est superbe, c'est une WWE qui te raconte des histoires qui sortent du ring, qui te raconte des histoires humaines, attachantes, et voilà, c'est certainement pas de nos jours, avec la pauvreté créative, le manque d'émotion, le manque de passion, le manque d'investissement, qu'on risque de pleurer pour une histoire à la WWE, hein. Enfin, sauf exception énorme. Et voilà, ça je tenais en tout cas à le mentionner. Justement, un autre match bien plus récent avec de l'émotion qui mérite d'être aussi beaucoup plus estimé, à mon humble avis, c'est Roman Reigns contre Jey Uso, Clash of Champions 2020. C'est vrai qu'on parle beaucoup du règne de Roman Reigns, qui est évidemment reconnu à sa juste valeur, ça, j'ai pas de problème avec ça, mais c'est vrai que, pour moi, ce match-là, qui était le tout début, hein, la toute première défense de titre, en tout cas le premier match en pay-per-view, et live event si vous voulez, de Roman Reigns en tant que Tribal Chief, je me dis, il était quand même spécial. Tu découvrais Roman en tant que Tribal Chief à exiger qu'il soit acknowledge avec un membre de sa propre famille, un Jey Uso qui était un babyface
qui découvrait aussi les matchs solo à ce moment-là, hein. C'était une mise en avant inédite pour lui. Je me dis, l'histoire que ça racontait, le fait que ce soit au Thunderdome et qu'on entende tout l'acting entre les deux, et Roman qui lui hurle dessus, je me dis tout ça en termes d'immersion, en termes de... Vraiment en termes de... Ouais, de storytelling, ce qu'ils arrivaient à faire ensemble, c'était passionnant, c'était une perle ce match. Et je conclurai par un qui... Alors lui, peut-être que certains le considèrent quand même comme déjà connu, mais... Bah, en tout cas, il sera jamais assez célébré à mon humble avis. Le fameux Jeff Hardy contre Umaga de One Night Stand 2008. J'ai déjà déclaré tout mon amour pour ce match, et je le redis une fois de plus aujourd'hui. Pour moi, ce Falls Count Anywhere qui allait partout dans l'arène avec une alchimie incroyable entre la tête brûlée de Jeff Hardy, le côté un peu rebelle, un peu punk, un peu emo aussi, et avec une personnalité vraiment unique et très attachante aussi. Jeff Hardy contre le bulldozer samoan, poids lourd, mais qui allait très bien avec Jeff, et d'ailleurs ils étaient très bons amis dans la vraie vie. Et ce qu'ils ont su raconter ce jour-là, en partant du ring, puis en allant dans l'arène, dans les escaliers, puis sur le parking avec le spot final de Jeff, je me dis voilà, comme quoi, je suis pas contre les spots, hein. Moi, quand il y a un spot, mais qu'il est, on va dire, le point culminant d'une histoire racontée pendant tout un match, et qui sert les personnages, en gros, là tu te dis, bah c'est la seule chose que Jeff Hardy pourrait encore faire pour mettre à terre Umaga. Je me dis, bah là, ça a du sens, là, c'est spectaculaire, c'est impressionnant. Et puis Jeff le fait avec une telle classe et une telle aisance, une telle grâce aussi, que pour moi, c'est 10 fois plus beau que bon nombre de pirouettes. Mes amis, vous l'aurez compris, je suis un peu chafouin et énervé dans tout ça. Et en fait, vous l'aurez compris, hein, ce qui prédomine dans tout ça, c'est quand même une volonté de rendre justice à tous ces matchs. Alors, je vous pose la question, est-ce que vous avez... vous aussi des matchs que vous considérez beaucoup trop peu mentionnés, que ce soit par la WWE ou par les médias de catch de manière générale, hein. Est-ce qu'il y a des matchs qui vous ont énormément plu, que vous aimeriez du moins remettre en avant? N'hésitez pas à partager ça, hein, ce sera un plaisir à lire pour moi. Évidemment, vous avez le droit de pas du tout être d'accord avec tout ce que j'ai dit, il n'y a pas de souci. Faites vos propositions, partagez votre passion aussi, et régalons-nous, partageons cette passion. Et d'ailleurs, je vous remercie pour vos commentaires, pour tous ceux qui like, qui contribuent à la vie de la chaîne. Merci du fond du cœur, merci pour ce partage de votre passion. Et espérons que tous ces matchs dont on a parlé auront quand même, sur le long terme, hein, toutes les prochaines années, les prochaines décennies, la gloire qu'ils méritent. Allez, ciao! D'ailleurs, si vous avez envie de découvrir des documentaires sur des personnages incroyables ou d'apprendre plein de coulisses et de controverses de la WWE, j'ai tout ce qu'il vous faut ici. J'espère que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo et je vous invite à rester sur Johnny Catch pour en voir d'autres. A tout de suite. And that's the bottom line, 'cause Stone Cold said so.